Voilà. D'accord. Je vais partager l'écran. Il est là. Voilà, super, on y est. Donc voilà, Simone, tu vois? Oui, ça Bon, va. voilà. Alors, si tu veux commencer à lire. D'accord. Donc, la signification des documents. Pouvons-nous rejeter une amende, un paiement hypothécaire, n'importe quel type de harcèlement pécuniaire? Oui, c'est possible. Heather en a fait l'expérience pour la première fois sur sa forclusion. En commençant par l'avis de courtoisie, l'affidavit, nous pouvons commencer à signaler les administrations précluses en envoyant le military order et commencer à mettre les choses au clair. Mais suffit-il vraiment d'envoyer un document pour résoudre, comme par magie, toutes les intrigues que nous font subir les banques, les fiscs, les administrations de toutes sortes? Par exemple, Equitalia a été enregistré auprès de la SEC en tant que corps religieux 2 jours après la diffusion de l'information virale sur les réseaux et sur ce a changé de nom, désormais Equitas. Non, il ne suffit pas d'envoyer un document. OK. Simone, est-ce que peut-être Daniel peut dire quelques mots sur la SEC? Qu'est-ce que c'est pour les nouveaux? Oui, c'est la Securities and Exchange Commission du marché financier américain. Et donc, qu'est-ce que c'est une security? Qu'est-ce que c'est les exchanges? Ben, c'est des titres d'obligation, des titres financiers qui sont vendus et achetés sur un marché. Et cette SEC, qui a un site officiel, c'est sec.gov, c'est un organisme de contrôle qui essaie de filtrer ou de exposer un peu les données et contrôler ce qui doit faire partie de ce jeu pour que les investisseurs se sentent en quelque sorte protégés par cette institution qui est à la fois comme une sorte de chambre de commerce et organisme de contrôle des sociétés qui se met dans le marché financier. Mais pour être un SEC, ça veut dire qu'elle est dans un jeu où, je veux dire, Equitalia, qui est devenu ensuite Equitax, c'est la société chargée par l'État italien de collecter les impôts et les taxes sur le citoyen italien. Donc, Et ici si au elle fait Luxembourg, partie, c'est l'administration des contributions. voilà, si elle fait partie du registre de la SEC, il faut déjà faire sonner un alarme. En plus, s'il est inscrit à la SEC sous le chapitre des organismes avec but religieux sans but lucratif, ça fait un double alarme. Ça fait dire à l'encre, qu'est-ce que ça veut dire cette magouille? Une société qui collecte les taxes et qui est inscrite dans un organisme de gestion financière, économique, commerciale, comme si c'était une institution religieuse. Et une fois qu'on l'a dénoncé, qu'on a exposé cette chose, pourquoi elle, voilà, bizarrement, elle change de nom, elle change de registre et se nommer avec le nom légal de Equitax. Et voilà, donc les points d'interrogation se sont un peu répandus d'eux-mêmes sous cet aspect. Voilà. Et donc, le procureur Ether, il a bien mis au clair cette situation. Non, ça c'est le groupe de recherche italien plutôt qui se OK. rend compte de ce détail. Mais grâce, disons, à partir des indices ou comme dire, des recherches similaires parallèles faites par le procureur américain Tucci Giraffe. Voilà. Mais ça c'est plutôt des détails, des perles que le groupe de recherche italien donne au public italien pour leur dire, voilà, allez vous-même regarder, il est encore vérifiable cette chose sur la SEC. Je répète, le site c'est sec.gov, sec.gov, et là, il y a les différents registres. Vous tapez Equitax et ça vous donne, vous voyez un peu qu'est-ce qu'elle a publié la société sur le registre de la SEC. Donc, en bref, c'est l'endroit où il se trouvent les échanges commerciaux entre les corporations de chaque pays, c'est ça? La SEC, c'est Oui. un organisme de contrôle.
Ok, On ne un peut pas organisme. résumer avec mais c'est un organisme de contrôle à laquelle les sociétés qui ont envie de jouer avec la vente et l'achat de titres doivent obligatoirement s'enregistrer. Je veux dire, s'ils veulent jouer dans le marché américain des États-Unis. Ok. Bon, alors, ok, merci. Oui, oui, excusez-moi. J'aurais peut-être encore une petite chose à ajouter à ce que notre cher Daniel a dit. Donc, même le Vatican, il est inscrit à la SEC, mais il n'est pas écrit à la SEC sous le nom du Vatican, mais sous le nom de Holy See, ça veut dire mare sacro, mer sacrée, et donc la Santa Sede, la sainte, comment on dit, la sede? Le Saint-Siège. Le Saint-Siège, exactement, tu vois. Oui. Donc, ils ont pris aussi un autre nom pour échapper directement au nom, disons comme ça, Vatican et tout ça. Voilà. Okay. Effectivement, Renato, le Vatican est inscrit comme Holy See. Entre parenthèses, c'est écrit Holy See, ouvert parenthèse, Vatican City. State of Vatican City, quelque chose comme ça. Le mot see, c'est écrit avec 2 E, donc comme le verbe voir. Ok, en bref, même le Vatican, c'est une corporation commerciale. Oui, mais juste pour dire une chose, c'est inscrit à la SEC. Qu'est-ce qu'elle fait le Vatican à la SEC? Je veux dire, quel est son intérêt de s'inscrire à la SEC? Elle fait du commerce, voilà. Donc, mais c'est pas vraiment le discours mer sacrée, la mer, comme les vagues de la mer sacrée. C'est un jeu de mots fait par un jeu de phonétique et sémantique, parce que c'est vrai que quand tu traduis si de l'anglais au français, si écrit avec 2, ça peut vouloir dire le verbe voir, ça peut vouloir dire aussi siège. Donc, si c'est le verbe voir, c'est le nom siège, donc Holy See, le Saint-Siège, mais quand tu as l'assonance phonétique avec le mot si écrit avec S-E-A, ça veut dire mer sacrée, et donc ça c'est une sorte de rôle de correspondance quand on sait que c'est grâce au droit maritime que le Vatican s'est permis de faire ce qu'il a fait et qu'il continue le système à nous piéger. Bon, après, pour les nouveaux, on va résumer un petit peu qu'est-ce que c'est le droit maritime et tout ça. Mais maintenant, alors, on peut suivre. Oui, voilà, c'était juste pour compléter la remarque de Renato. Okay. Et, voilà, pour ça va, honneur de précision. Voilà, merci, génial. À vous la parole. Bon, alors, parlons-en. Alors, de quoi a-t-on besoin? Il est essentiel qu'un parallèle, un profond chemin de croissance spirituelle, une conscience forte et une intégrité intérieure nous conduit du « je suis » exprimé dans la matière au « je suis » exprimé par et dans l'esprit. Oui, mais exprimé comme ça, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Puisque les mots sont difficiles à comprendre parfois, nous pouvons écouter avec nos oreilles de l'âme et du cœur. Nous tous devons d'abord tourner le regard vers notre intérieur, regarder notre être-esprit incarné pour nous élever et aller dans une autre fréquence. Tourner vers notre intérieur et comprendre que rien n'appartient à personne et seulement l'intérieur a une signification. Le symbole des choses peut devenir le nôtre dans le passage perpétuel dans lequel nous pouvons nous élever au-dessus du matériel et permettre que le dialogue silencieux par lequel notre âme se reconnecte à la pureté de l'esprit qui est toujours essence éternelle. En cet instant magique, nous pouvons dire « je suis ». Je suis homme, femme, vivant sur cette planète qui a choisi cette incarnation pour poursuivre son évolution spirituelle. Il faut d'abord comprendre qu'avant la matière, il y a l'esprit, la raison archétypale pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui.
À ce stade, la rédaction des documents n'est pas un simple exercice scriptural, mais depuis l'esprit de l'observateur, comme le prouve la physique quantique, affecte le résultat de l'expérience. Le simple fait de rédiger le document ou de cliquer sur l'ordinateur pour envoyer l'email devient notre empreinte énergétique. Oui, moi, si je peux dire quelques mots brièvement ici. On est quand même de toute évidence dans un moment important de l'histoire que pas seulement nous savons que nous sommes esprits, mais que ça s'exprime à travers notre corps, dans le concret de l'expression véritable de la liberté concrétisée par des actes de la matière et à travers les documents. Donc, Ether nous a offert pas simplement de nous rendre compte que nous sommes des êtres spirituels, mais que nous sommes des êtres en toute cohérence, libres, et que nous avons la liberté d'exercer cette liberté dans toutes les expressions de notre vie quotidienne. Voilà, pour moi c'est tout. C'est juste ce que ça me semblait opportun à préciser, qu'au fond nous savons, mais que c'est bien que beaucoup de monde qui va entendre ces enregistrements, ils puissent se rendre compte de cette grande vérité que d'un point de vue la loi jusqu'à ce temps, elle nous a considérés des corps physiques et on a vécu pendant des siècles selon ce point de vue. Maintenant, tout ce qui était spirituel, c'est comme si ça serait séparé de l'aspect quotidien de notre vie, sauf le dimanche pour les chrétiens qui s'allaient à la messe. Eh bien non, la spiritualité, c'est un tout, c'est simplement être conscient que nous sommes dans une existence à chaque moment de notre marché ici sur Terre, dans un corps, et tout ça, ça fait que cette existence, elle est tout simplement tout à fait normale et naturelle, qu'on la respecte dans toute son intégrité. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes témoins de la manifestation de We Is. Nous sommes tous connectés vibratoirement, nous nous rencontrons et nous nous reconnaissons instantanément dans la dimension spirituelle et nous sommes prêts à agir car retarder signifie donner plus de valeur et de pouvoir à un système frauduleux et asservissant, verrouillé et saisi. Elle devient un besoin intérieur, un appel auquel nous ne pouvons pas résister. Et c'est dans cet esprit et avec cette grande responsabilité, dans la nouvelle conscience de nous et We Is du 30 mars 2020, ce document qui n'a jamais été envoyé au bureau du procureur de Trani a finalement été remis. Après une pause de 7 ans, et plus éclatant que jamais, un ordre exécutif a été émis depuis l'Italie le 2 juin 2020 à toutes les forces de la loi et de l'ordre, Trump, président Mattarella, ministre de la Santé, tribunaux militaires, Vatican, Monsignor Santo Marciano Capellano Militare, chef de toutes les forces armées italiennes, Administration des contributions, BCE, Banca d'Italia, Union postale universelle, siège de la Italy Republic of London, etc. En total, 25 adresses e-mail concernées. Après 3 mois de période de mise en œuvre, le 22 octobre 2020, la deuxième Executive Order mène au remedy, le remède pour la compensation de l'esclavage souffert. À ce jour, en plus de 50 millions de personnes qui le savent à l'époque. Simone, je voulais juste faire une remarque. Bon, moi, de mon point de vue, comme on dit, très naïf, je ne sais pas, mais ça m'interpelle le fait que Monsignor
Santo, Marciano, cappellano militare, chef de toutes les forces armées italiennes. Eh bien, à Monseigneur. Eh bien, ça, c'est vivement la paix, l'amour et l'harmonie sur toute la terre que le Vatican, il prêche du plus haut du pupitre. Oui, Philomène, ça c'est pour dire à ceux qui essaient de dénigrer le discours, de toute façon, le Vatican, ça n'a pas de vrai pouvoir. Non, non, non. Au moins en Italie, je sais que c'est comme ça. Santo Marciano, c'est un monseigneur, c'est un archevêque aussi, qui est le chef suprême de toute l'armée et de toutes les forces de l'ordre. Donc, vraiment, les gestions, les unités de crise, etc., c'est lui qui va être, qui va prendre le relais et donner les ordres à toutes les autres ordres. Donc, je croyais que c'était... Il fait partie de la liste. Il fait partie de la liste des gens avec pouvoir qui ont été notifiés sans qu'on demande leur validation, mais une notification de courtoisie du fait que, par exemple, la personne qui l'écrit a changé de statut, n'est plus une personne à leur sens du terme, mais elle est revenue des eaux, elle est redevenue souveraine d'elle-même. Donc, voilà, comme vous voyez, à l'époque, il y a Trump, etc., parce que toute cette procédure était faite pendant que Trump était encore le président des États, enfin, le président officiel de la US Corporated, ce qui est autre chose, mais c'est quand même, les USA n'ont pas eu de président depuis longtemps. Mais voilà, je vous laisse continuer. D'accord. Donc, à ce jour, en plus des 50 millions de personnes qui le savaient à l'époque, des milliers d'hommes et de femmes de différents pays du monde s'élèvent et réagissent à cet appel qui vient de l'intérieur. C'est la naissance d'un groupe qui nous unit tous et qui aspire à grandir, car ce n'est que lorsque c'est terminé, le plan divin commencera à prendre forme dans la nouvelle matrice, dans l'honneur, paix et harmonie. Nous sommes tous nécessaires pour mener à bien cette croissance. Nous nous reconnectons énergétiquement les uns aux autres en tant qu'êtres en pleine responsabilité, chacun à part égale, dans une mesure et une importance égales. Nous sommes dans une période d'énorme transformation sociale, politique et spirituelle, marchant entre deux mondes, de la 3e à la 5e dimension. Le système qui a contrôlé nos vies pendant si longtemps a été renversé par ses propres lois. Le changement ne peut être arrêté. Heather a ouvert la porte et nous a montré la sortie. Maintenant, nous sommes debout sur nos deux pieds et faisons face à la transition qui sera d'abord énergétique, puis pratique. La création a lieu dans l'éther et la manifestation suit pleinement dans le monde physique qui nous entoure. Nous résumons ensuite brièvement la signification et l'utilisation des documents de Heather. L'ordre militaire est un ordre adressé aux militaires et se compose de deux parties. La Declaration and Order, ce sont des documents originaux qui ne doivent pas être modifiés, qu'on a vu la fois passée, je crois déjà. Un acte qui, en droit, ordonne à tout personnel militaire de cesser et de se désister. Il devrait faire demi-tour et arrêter tous les dirigeants qui frauduleusement mènent à l'asservissement du peuple. Accompagné d'un extrait Financing Statement Amendment qui établit l'intégralité des statuts qui ont été ignorés et en vertu desquels la procédure de destitution est initiée. Le document de « Je suis », la volonté et la parole. Dans ce document est exposé notre retour des eaux, notre existence dans la vie. Nous ne sommes plus morts, mais des hommes et des femmes vivants dans des corps vivants de chair, os et sang. Nous reprenons l'administration de notre fiction juridique, personne physique, et protégeons nos enfants.
la DODD, déclaration du dépositaire initial et de déposition de IM, représente... Excuse-moi. Oui. Déclaration du dépositaire initial et du dépôt. Pardon, je n'entends pas. Au lieu de déposition, c'est dépôt. Ah, le dépôt. Très similaire, mais la nuance. J'entends très mal. On n'entend pas bien, Daniel, on n'entend pas bien. Oui, alors je disais déclaration du dépositaire initial et du dépôt, pas de du déposition. Ce que le IM, c'est à la fois dépositaire, mais c'est aussi la valeur, ok, de ce dépôt. Ce dépôt concerne une valeur. Cette valeur, elle est dépositée par quelqu'un. Alors, le dépositaire est aussi la valeur déposée. Donc, le dépositaire et le dépôt sont la même entité, la même, comment dire, la même chose. Je ne veux pas utiliser chose, c'est la même essence. Voilà. D'accord. Donc, il représente, je crois que ça vient maintenant ce que tu viens de dire, il représente l'union de l'âme, du mental et de l'esprit. Je suis, être et agent, et la value est représentée par l'énergie et je suis, né est son seul émanateur. Dépositaire, administrateur de la valeur de la création qui est inestimable. Nous pouvons la définir comme une carte d'identité dans la nouvelle gouvernance. La DOR, c'est le reçu, c'est-à-dire la déclaration d'acceptation de la valeur. Tout l'or et l'argent détenus par le système bancaire doivent être retournés dans les mains du peuple One. Ce document est manifesté par le « Je suis » qui accepte une valeur de 5 milliards d'or et 5 milliards d'argent, revalorisables respectivement la valeur symbolique pour l'harcèlement sur l'âme et sur le corps, qui sont déposés ici au nom de l'essence éternelle. Avec ce document, nous retrouvons toutes nos valeurs. Simone, excuse-moi. Du peuple One, en fait, il faut traduire du peuple unique de la Terre. Ah, d'accord. One people, c'est le peuple unique. Ah. Sans frontières sans frontières nationales, c'est ça le sens. Mais aussi, One People, c'est le nom que Ether a donné au fonds de valeur d'actifs financiers qui a été institué après avoir congelé le OPPT. Et mais ça, on va revenir. C'est le nom du fonds, il ne faut pas le traduire. Mais quand il dit dans ce sens-là, contextuellement, il parle du concept du One People, le peuple unique de la Terre. D'accord, merci. De rien, merci à toi. Donc, j'étais à la DOC, c'est plutôt la conversion. Avec ce document de conversion original, la valeur ainsi établie est restaurée à l'essence éternelle et donc hors du système et de cette matrice. Les projections et applications, c'est la première forme de création. J'imagine un projet, un événement, un bien et je le mets en projection. Je le définis énergétiquement comme je veux qu'il s'exprime. Les actifs deviennent une partie intégrante de I Am, de manière inséparable et sont exprimés en dehors de la matrice, sauvegardés et protégés dans le I Am. Le pass universel. Il s'agit d'une application de la projection du mouvement libre. C'est le document que je porte toujours sur moi où sont indiquées les généralités du « je suis ». Le laissez-passer universel remplace tous les documents de la société, passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.
Ces documents et d'autres sont disponibles sur le site de Noye Yosono. Pour y accéder, vous devez vous inscrire à la newsletter du site et vous trouverez toutes les étapes de la compilation des documents. Pardon Simone. À présent, ce manuel est resté tel quel, mais factuellement, à présent, il n'y a pas besoin de s'inscrire quoi que ce soit. Tout est accessible à coup de quelques clics dans l'archive Google Drive mise à disposition directement sur le site. Avant, quand moi j'ai accédé la première fois, effectivement, il fallait donner ton email, il fallait s'inscrire, etc. À présent, ils se sont rendus compte que même ça, karmiquement, ça pouvait coûter quelques... Et donc, ils ont laissé ça ouvert gratuitement, sans obligation de déclarer tes contacts. Donc, tu peux même prendre de télécharger tout ça directement. Et voilà. Mais l'instruction, elle est laissée comme ça parce que c'est un vieux manuel où ces petits détails n'ont pas pu être mis à jour. Merci. Merci à toi. Un lien d'invitation est disponible pour vous abonner au canal de discussion sur Telegram. Le lien s'appelle I am, we is international, où des âmes aimables et serviables pourront vous aider en cas de difficulté. En conclusion, étant donné que nous sommes dans une période de transition où l'ancien paradigme se dissout et le nouveau paradigme qui est en train d'émerger ne l'est pas encore définitivement établi, nous devrons dialoguer avec l'ancien système et toujours être en mesure d'utiliser les anciens documents, mais en étant conscients que nous ne sommes plus sur cette fiction juridique. Si un agent de la corporation nous demande de montrer un document, nous dirons avec une responsabilité ferme, je vous montrerai volontiers ce document appelé « Permis de conduire, une carte d'identité », mais je ne suis pas cette fiction juridique. Je suis un homme, femme, vivant. Ce faisant, nous ne concluons pas le contrat qui nous est proposé à la signature. L'amende n'est qu'une tentative de contrat commercial puisqu'il s'agit d'employés d'une entreprise privée. La signature proposée peut être rejetée en droit. Pour le rejet éventuel qui s'en suivra, il convient au moment de la demande de quelque chose à déclarer, faites-le mettre par écrit « Je suis homme, femme, vivant, sans préjudice, UCC 1-308 ». Sans s'opposer à l'attitude de l'opérateur, nous pourrons alors rejeter en droit leur tentative, même répétée, d'extorsion frauduleuse. Au cas où nous serions obligés de signer, nous pouvons écrire S.C, ça veut dire sous la contrainte. Nous avons été contraints de signer. Nous ne pouvons pas partir sans signer, donc nous avons été forcés de signer. Même si la nouvelle structure de gouvernance naturelle est en train d'être mise en place, nous ne pouvons pas nous attendre que le mainstream, les journaux et la presse le rapportent publiquement. La presse est toujours acquise par le système et par les opérateurs grassement payés, faisant semblant, consciemment ou inconsciemment, de continuer à faire comme si de rien ne se passait. La prière est orientée vers le partage quantitatif de la quantité et de l'importance de l'énergie fermentant, la recherche de la vérité et la nécessité de la diffuser, qui deviennent un engagement moral. Voilà, on a terminé sur ce document. Philomène, tu as encore quelque chose à ajouter ou Daniel? Je ne sais pas si Daniel voulait parler peut-être du nouveau affidavit. Donc, le temps... Oui, non, je voudrais juste préciser si vous avez vu UCC 1-308, sans préjudice.
Donc, attention, là, on n'est pas en train de dire que le UCC est dominant ou que nous, on va se soumettre à l'UCC ou qu'on va se subordonner à quoi que ce soit d'une manière de commerce. C'est juste pour dire que suivant la procédure commerciale que chaque tribunal suit, parce que le vrai rôle d'un tribunal, c'est l'arbitrage bancaire, corporation qu'il essaie de protéger. Donc, quand tu signes et tu fais une référence à leur code, c'est que tu essaies de leur parler leur propre langue, leur dire voilà, je signe sans préjudice et je n'ai pas de déshonneur, je reste en honneur. Et si jamais quelque chose que j'ai signé engage des choses que j'ignore, ben, n'est pas valable. Il y a quelques clauses cachées. Je ne suis pas censé la accepter ou la faire valoir. Et ça, c'est, disons, un concept de devenir une pratique de consuétude que tout le monde signe en marquant toujours sans préjudice UCC 1-308. Et pour faire valoir ce type de signature non contraignante, ou justement quand on est obligé de signer, mais qu'on n'est pas d'accord, signature avec S.C. Pour dire sous contrainte. L'affidavit, la question de Philomène. Alors, j'allume la caméra. Voilà, est-ce que vous me voyez? Oui. Ok, bon. L'affidavit qu'ils sont en train de préparer en Italie, ça va servir comme un coup final parce que parmi toutes les informations recherchées et cumulées pour créer ce type de parcours, il y a quelque chose qui est prouvé factuellement, qui n'a pas besoin d'être réfuté ou ultérieurement vérifié. Il y a d'autres choses qui sont évidentes à l'intuition ou par déduction, disons, au négatif, ingénierie inverse des choses, mais qui n'ont pas encore eu des retours officiels dans les recherches officielles. Alors, quand on fait un affidavit, on leur dit, je t'accuse de ça parce qu'il y a cette évidence et je te donne l'occasion de la réfuter, de te confronter avec l'accusation, je te donne le à défaut duquel on va considérer une acceptation de l'accusation, donc une admission, une confession de culpabilité de la part de l'accusé. Et avec cet affidavit, ils sont en train d'organiser point par point toutes les questions, suivant vraiment le droit anglo-saxon des coutumes internationales consolidées, suivant vraiment quelques modèles, templates issus vraiment du bar de Londres. Et ils sont par exemple en train de dire la personne est une fiction juridique créée à la naissance de l'homme pour le rendre esclave, etc. etc. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, si c'est non, prière de réfuter et expliquer dans le détail. Et donc, voilà, ils sont en train de créer quelque chose qui soit stratégiquement bien calé, qui soit irréprochable, pour que ce soit pièce jointe bombe, que chaque communication vers la tête de la pyramide doit inclure lorsqu'on aura à affronter le parcours d'autodétermination. Je vois, il y a quelques questions peut-être, des mains qui... Oui, Daniel. Si j'ai bien compris, en Italie, ils sont en train de, avec le dernier affidavit, ils sont en train de résumer toutes les 3 emails parce que d'abord, il y a le premier email, le deuxième email et le troisième email. Mais si j'ai bien compris, ce dernier email, ce dernier affidavit, il résume un petit peu, il a plus de force parce qu'ils ont mis d'autres points, ils sont bien détaillés. Ce n'est pas ça le paramètre d'analyse de cette chose. Avant, il y avait une première étape où on ne parle pas de compensation commerciale. On parle juste d'être au courant de qui on est. Et donc, on va faire un email juste pour dire à Marciano, à Trump,
aux tribunaux militaires, etc. Je suis ce que je suis. Je suis homme vivant, homme, femme vivant, essence éternelle incarnée, etc., etc. L'énergie, la monnaie la devise du je suis, c'est ça. Le pouvoir créateur du je suis, c'est ça. Voilà ce que je sais. Tu fais une sorte de constitution de ta propre essence, de ton propre, disons, état d'être. Et tu le communiques. Comme ça, ils ne pourront plus tenter d'utiliser l'excuse de la personne. Ensuite, dans l'ancien programme du parcours, on faisait un deuxième email où on allait écrire aux instituts financiers plutôt qu'aux instituts militaires, en demandant un remède, une compensation commerciale pour les torts subis au niveau corporel et au niveau anémique. Donc, comme Simone a lu tout à l'heure, les 5 milliards à titre indicatif pour le dédommagement sur l'esclavage fait sur le corps et 5 milliards pour le dédommagement de l'esclavage fait sur l'âme, par les bulles papales, par exemple. Dans ce deuxième affidavit, on va englober les deux passages. Donc, c'est pas qu'il est plus puissant, c'est que puisqu'il y a certains points qui sont obligés de mettre déjà dans l'affidavit, qui normalement auraient dû faire partie que de la première email, puisqu'il y a des insinuations, des questions cruciales qu'on lui pose et qui quand même touchent de manière transversale plusieurs sujets, alors on rajoute les destinataires et les pièces jointes que normalement on aurait mis dans un deuxième step. On le fait dans un premier step. Mais ce n'est pas pour ça que l'affidavit est plus puissant. Il est plus puissant juste parce que est en train d'aller vraiment au noyau de toutes les questions et leur donner le coup de grâce, si tu veux. Une fois qu'il n'y aura pas de réfutation de cet affidavit, on pourra estimer que tout ce que nous on a compris de nos recherches est vrai et eux, ils ne savent pas comment le cacher. En bref, l'affidavit, que ce soit le premier, le deuxième ou celui-là, c'est que on utilise le chemin du droit commercial qui est reconnu par le système pour leur dire, voilà, je suis ce que je suis, j'affirme ce que je suis et en plus, je te le communique afin que tu me laisses tranquille et en paix. Oui, c'est juste que dans le droit commercial, on fait appel au droit de remédie de la partie qui a subi un dommage. Donc nous avons subi un dommage et eux, disons que comme j'avais expliqué dans la discussion privée que tu as pu lire avec une autre personne, ce n'était pas la seule voie parcourible, celle de l'UCC. Il y avait plein d'autres astuces, stratégies similaires, parallèles, que les gens qui s'intéressaient de souveraineté individuelle auraient pu parcourir. Mais ils ont choisi le UCC pour la simple raison qu'il fait partie du code de loi uniformé, avec vraiment l'intention à la base de couper court avec les paperasses juridiques et bureaucratiques et de permettre à des questions futiles ou très importantes d'être résolues très, très rapidement, suivant le bon sens de la loi universelle de l'honneur. Parce que commerce, ce n'est pas le diable en soi, c'est ce qu'on en fait du commerce. Bien sûr, si on va commerce avec des hommes vivants en les rendant esclaves ou avec les âmes, etc., là, ça devient quelque chose de macabre et occultiste. Mais si on l'utilise pour faire un échange d'énergie entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui s'engage d'un autre côté pour faire tourner les richesses, ce n'est pas à diaboliser en soi. Mais c'est le point de vue qui change parce que normalement, le commerce que nous vivons aujourd'hui, c'est plutôt, disons, l'exploitation du prochain. Ce n'est pas le donner à partir de soins parce que, et là, donc la nouvelle gouvernance, elle est basée surtout sur cette vibration-là. Ça veut dire qu'on est tous plutôt des donateurs plutôt que des profiteurs de notre prochain. Voilà. Oui, on n'est pas dans
on ne va pas utiliser le sens du commerce pour en profiter de l'autre, mais on va toujours mettre l'autre en condition parce que suivant l'honneur, et qui est devenu aussi une règle base du commerce en soi, suivant l'honneur, chaque accord avec un consentement explicite et informé. Donc, par exemple, il y a eu un petit commerce quand toi, tu as démarré la Zoom et tu as obtenu le consentement tacite ou explicite, mais propre, dans une manière propre et honorable, des participants à accorder le fait qu'on est dans un enregistrement. Tout ça, c'est aussi un commerce, si tu veux. Ça ne n'est pas dans les formes qu'on est habitué le percevoir, mais aussi ça, c'est un commerce. Et le UCC, je veux dire, il discipline toutes sortes de commerces en se basant sur les principes de bon sens commun. Et pourquoi elle a été choisie comme option parmi les autres options disponibles? Déjà parce que l'avocate procureur Tucci-Jarraf le connaissait à fond. Et c'est une rarité de pouvoir avoir de l'expérience directe dans ce type de... le pourquoi, on va en discuter une autre fois. Moi, ce que je voulais faire ressortir, Daniel, c'était le fait que, pour moi, je trouve que c'est très important qu'on puisse comprendre cet aspect que, quand Barbara l'a dit, en effet, le système des banques, qu'est-ce qu'il fait? Et là, pour moi, ça me faisait clic parce que à ce moment-là, puisque y a, bon, la plupart, on n'a pas de notion de comment ça fonctionne les finances. On est simplement dans le comme on dit, de l'acte quotidien d'utiliser la carte de la banque ou de demander un prêt pour acheter une voiture. Mais ce qui a fait clic chez moi, et j'espère que ça va le faire chez beaucoup de monde qui va suivre cette vidéo, c'est que, en effet, le système financier, ça fait que si on demande un prêt pour acheter une voiture, une maison ou quoi que ce soit à la banque, et on est en mesure de rembourser, ça fait qu'à quelque part, ça crée la richesse pour moi, mais de l'autre côté, pour quelqu'un d'autre, ça crée la pauvreté. Et donc, je ne sais pas par quelle façon, mais ça m'est resté. Je dis alors, comment c'est possible? Et puis, je me rends compte alors comment, en regardant autour de nous, la chose, elle est évidente. Ce n'est pas qu'il y a, comme on dit, une prospérité financière de façon équilibrée pour tout le monde, mais on est dans une ambivalence et dans une contradiction des principes fondamentaux de toute constitution, je dirais. Voilà. Oui, ça c'est très important de comprendre comment fonctionne l'argent d'aide, mais vraiment pour une question de culture générale, à part l'intérêt vers la autodétermination. Savoir que si l'institut qui a le circuit bancaire, qui est quand même un circuit mondialement connecté, même s'ils te font semblant en apparence qu'il y a des circuits pour une zone, des circuits pour une autre zone qui ne parlent pas entre eux, tout communique et fait, disons, référence à une même... si je mets 10 pièces en argent dans le marché, parce que tu me demandes un prêt de 10 euros, je te donne 10 pièces. Mais comme banque, je ne te prête pas gratuitement, on redemande 11 en retour d'ici 30 ans. Je t'en donne 10, j'en veux 11, comme ça. Il y a un autre qui va demander 5 euros à la banque en prêt. Et là, je ne sais pas, il en donne 5, il veut 5,50 € d'ici 20 ans. Le problème, c'est qu'en total, elle a mis dans le marché en circulation 15 euros. Comment elle fera à récupérer le capital plus les intérêts? Il y aura quelqu'un qui arrivera à rembourser avec les intérêts et il y a quelqu'un d'autre qui n'arrivera pas à terminer le paiement à la banque parce que les pièces en circulation ont un nombre limité. Si tu en as mis 15 en circulation, l'être humain, la personne esclave du système personne, n'est pas capable de fabriquer de soi-même parce qu'il n'a pas la licence d'un institut de crédit, il ne peut pas fabriquer la monnaie manquante. Donc, je suis la banque, je mets 15 euros en circulation et je demande aux gens qui jouent de m'en retourner 16,50.
Comment cet 1,50 € peut être fabriqué s'il n'était jamais mis en finance? Avant, il y avait la traite qu'on pouvait signer, comme quoi je vais te payer demain. Et c'était une forme de paiement, de création de l'argent quand je n'en ai pas. Je le crée et le temps que ça circule, de combler les trous et de rembourser. Mais puisqu'ils ont rendu ça presque, disons, caduque comme méthode, qui est toujours valable pour certaines banques, mais qui est plus dans la consuétude globale, et ben, on est piégé. Mais donc, ce que je voulais dire, une vraie cage sociale de laquelle il faut vraiment devenir conscient pour pouvoir... Oui, mais ce que je voulais voir, je le pose maintenant comme question parce que sinon je risque de parler tout seul et je ne sais pas si on me suit. Pourquoi on choisit l'UCC et pas d'autre manière? Est-ce que c'est clair pour vous? Philomène, par exemple. On n'a pas compris la question, Daniel, on n'a pas compris la question, tu as été coupé encore une fois. Ok. La question a 2-3 réponses, mais j'essaie de résumer en une seule. C'est parce que le UCC a été créé comme dans un système de uniformation de loi qui permet de traiter des questions de litige, par exemple, de manière très, très fluide, sans avoir besoin d'une sentence d'un tribunal inscrite dans je ne sais pas quel registre. Le UCC, c'est un code, mais c'est aussi un registre autorégulateur de ses propres litiges qui naissent à son intérieur. La condition pour pouvoir s'en servir, c'est qu'au moins une des parties en contentieux soit une entité commerciale. Et puisque les corporations sont une entité commerciale, et puisque l'UCC permettait de ne pas se passer par le système corrompu de toute la magistrature, de toutes les sentences trichées, etc., ben alors l'avocat qui le connaissait a dit, ben, voilà pourquoi ils ne le font pas étudier à tout le monde. Parce que si tout le monde le connaissait, on se serait passé de la paperasse, de la bureaucratie, comme celle cet après-midi à la cité judiciaire. Et donc, avec cette méthode-là, le UCC reste un outil neutre qui a été, disons, mis à disposition de quelque peu d'élites, juste parce qu'elle a le pouvoir de raccourcir de manière très, très efficace toutes sortes de procédures légales, etc. Et donc, voilà. J'espère que ça soit clair la raison. Et ce n'était pas pour le mettre sur un piédestal ou pour, je ne sais pas, s'y soumettre. Le UCC a été après absorbé. Le registre de l'UCC a été lui aussi foreclosé par l'action légale de OPPT. Le registre, mais pas le code en soi, parce que le code, c'est une entité neutre, tu ne peux pas aller forecloser un code. Et de toute façon, on va mentionner et citer du code tous les articles qui sont inspirés du bon sens de la loi des hommes, de la loi de l'honneur et de la vérité et de la transparence. Parce que le commerce, c'est honneur, vérité dans son essence primordiale. Après, ce qu'on en a fait pour faire des esclaves, c'est justement une chose que même le code du commerce dénonce et permet, une fois que c'est dénoncé et que c'est prouvé, permet d'activer, sans passer par un tribunal, une procédure de saisie, pignorement et foreclosure. Voilà. Moi, je propose une autre question qui me semble maintenant encore actuelle, et puis si vous voulez, on termine là. Puisque maintenant, légalement, disons que les constitutions que nous croyons comme constitution n'existent pas et qu'à la place, il y avait des corporations et que les corporations elles sont foreclosées. Et que maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre, ça veut dire que nous imposent des masques, qu'ils veulent nous imposer les vaccins. Et bon, ils veulent arriver, leur but, c'est d'arriver à l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ils sont en train d'agir sur quelle base? J'ai entendu dire que l'avocat italien qui est en train de suivre aussi Barbara Bank, il parle de droit international et de consuétude. Donc, il y a un droit international auquel on peut se référer en disant, voilà,
pas seulement je m'affirme comme on dit, en toute mon intégrité à travers le document, mais que je n'adhère plus à quoi que ce soit. Et je me réfère aussi à ce droit international que c'est le 10e amendement où je fais tout un embrouille là. Oui, je vois le potentiel embrouille, mais j'essaie de remettre en ordre. Voilà. À quoi je me réfère? Je me réfère à la chose qu'on disait tout à l'heure de l'UCC, qui fait partie d'un code étranger, qui a de facto aussi la référence principale pour le commerce international. Donc, en théorie, ça devrait être limité aux USA, en théorie. Mais de facto, puisque les USA sont dans tous les business du commerce international, et puisque c'est un peu dans chaque commerce international, c'est la USA qui est la plus dominante, quoi qu'on en dise, ça reste le UCC, mais surtout, ça reste les principes universels derrière l'UCC qui vont discipliner et donner une forme à la gestion du commerce international, des litiges qui peuvent en surgir dans le commerce international. Donc, grâce à ce tunnel qui se trouve dans chaque constitution, c'est vraiment l'UCC que je vois. Et si je peux faire valoir l'UCC, voilà pourquoi au PPT, ça a une valeur très, très tranchante, même en droit interne. Parce qu'il y a ce tunnel qui permet à l'UCC, en tant que vecteur, véhicule de droit international et, comment dire, évocateur de principes de loi universelle, qui est encore plus importante que la loi naturelle, permet à ces principes-là de s'imposer sur toute forme d'arnaque interne. Et l'avocat, il parle de consuétude. Vous savez, la coutume, la consuétude, ou le droit de coutume, ou les normatifs de coutume, etc. Ça aussi, dans le vocabulaire, ça a été un peu, comment dire, triché pour qu'on s'en aperçoit pas de sa vraie valeur. Parce qu'il y a une distinction à faire. En droit interne, la consuétude ne gère que des questions très futiles, genre la chasse aux champignons, la distanciation du bord de la mer pour déterminer à combien de kilomètres les eaux limitrophes à un État appartiennent à l'État et à partir de quelle distance tu es dans des eaux libres. C'est juste des consuétudes de ce niveau-là. Mais en droit international, la consuétude n'est pas quelque chose de futile. C'est vraiment une source de droit de premier gré. C'est de première. Après, vous avez les traités, ceux qui sont les plus connus. Mais avant les traités internationaux, il y a la consuétude des normes généralement consolidées et appliquées au niveau international. Et une autre chose intéressante que l'avocat amène avec autant de bibliographie et de répertoriage académique, ne croyez pas que le droit international ne s'applique qu'en dehors, qu'entre les États, dans les, je sais pas, gestion des frontières, etc. C'est la chose qui affecte le plus la gestion des juges locaux à l'intérieur d'une nation. C'est le droit international. Et c'est surtout la consuétude internationale. Ce qui est une arme à double tranchant, mais une fois qu'on a compris que ce n'est pas constitution ou l'appel à je ne sais pas quelle sorte de loi interne qu'on peut se sauver, on peut comprendre que si il y a une loi malveillante, une norme inférieure, même une norme constitutionnelle, qui est, parce que la Constitution peut toujours être modifiée avec une procédure longue, mais toujours modifiable. Si quoi que ce soit la loi est en conflit avec un des principes de droit universel, de loi naturelle, etc., eh ben, le peuple a une seule façon de... Ce n'est pas en demandant l'intervention d'un juriste, etc., mais c'est en ne pas la respectant, en créant la consuétude de ne pas respecter ces règles. Daniele, oui, bon, on n'a pas tellement entendu, mais on a quand même entendu, mais sauf que quand tu t'éloignes, ça part un petit peu. Mais juste pour résumer,
Donc, résumé, la consuétude nous a piégés. La consuétude globale peut nous sauver. C'est-à-dire, la consuétude de prendre les enfants, les inscrire comme des marchandises, faire un marché pour céder toutes leurs valeurs actives en échange d'une pièce d'identité, création d'idoles artificielles, etc. C'était une consuétude. Cette consuétude-là nous a eu. D'accord, mais je voulais dire, est-ce que maintenant, du point de vue des documents, du point de vue des documents du procureur Ether, est-ce que ce droit international, il existe encore ou c'est simplement parce que l'avocat italien, il l'utilise pour nous expliquer dans quel piège on nous a mis à travers tout cette comment on dit, ces entremêles entre le droit international, le droit commercial, la constitution. Est-ce que c'est pour que nous comprenions ou c'est parce qu'effectivement, selon les avocats du procureur, il n'existe même plus celui-là? Juste ça, et puis, si tu veux, on termine. Non, je ne peux pas. Je pense qu'elle est mal structurée, la question. Ce n'est pas là-dessus que tu dois la filtrer. Il existe ou non, je peux pas, ça demande d'ouvrir toute une parenthèse. Donc, je peux te dire, on va en discuter une fois où on en a plus de temps. Parce que ce n'est pas que le droit international n'existe plus ou il existe parce que tes droits sont préexistants et le droit s'exerce, ne se demande pas. Le droit, tu dois l'exercer pour que ne soit pas chevauché. Donc, la consuétude doit être celle de faire prévaloir les droits, même en violant les lois apparentes. Donc, le droit international, il se réfère plutôt au droit naturel. Non, attention. Le mettre comme ça peut dévier. Ça peut nous faire passer pour des gens qui font schématique des choses. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas là-dessus qu'on doit le jouer. Le droit international se réfère aussi au principe universel. Mais la plupart des traités créent des pièges pour que tu vénères le traité et tu vénères aussi le piège qui est dedans, comme la Carte internationale des droits de l'homme et du citoyen. En fait, tu as quelques articles dédiés à l'homme et après, ça te convainc à transiter dans l'idée que le citoyen, c'est la même chose. Non, le citoyen, c'est déjà une maquette où tu perds une partie des droits. Et que tu dois après, une fois que tu as évoqué le droit international à ce niveau-là, tu risques de te tirer une balle dans le pied. Chaque est une arme à double tranchant. C'est une lame sans poignée. Donc, à n'importe quel endroit tu l'attrapes, pour la manier avec maîtrise, avec attention. Bon, alors, je sais pas, c'est vraiment, c'est pas est-ce que le droit existe, vous êtes libre, c'est le droit international, mais la seule façon de le faire exercer, c'est de désobéir aux lois illégitimes et obéir à votre bon sens, au bon sens qui est aussi discipliné et reconnu par le droit international, par l'UCC, etc. Mais n'existe pas grâce à ces choses-là. Il existe a priori. Quelques constitutions, quoi que ce soit, la référence peut juste reconnaître quelque chose, ne peut pas l'inventer ou concéder, ne peut pas créer une concession, sinon ça devient un privilège. Tu l'as tant que je te le donne, mais si tu ne te le donnes pas, tu ne l'as plus. Qu'ils reconnaissent ou pas, le droit d'être toi-même existe. Le droit d'être libre et de vivre de manière digne existe. Je me mettais plutôt à la place je me mettais à la place d'un policier qui n'en sait rien. Donc, il se trouve dans une situation que si je m'affirme en tant que je suis, comment je peux lui expliquer les choses? Voilà, pourquoi j'agis de telle façon? Qu'est-ce qui me donne parce que bon, pour moi, je n'ai même pas, enfin,
si on est dans le naturel de sa propre liberté, on ne se pose même pas la question quel droit ou quel autre droit. On vit tout simplement sa vie de façon libre. Mais disons, pour quelqu'un qui a été formaté du point de vue, disons, juridique et qu'il croit devoir respecter des règles, ben, comment on peut utiliser un langage de rencontre si on se trouve dans la rue et qu'on n'a pas justement, que l'autre n'a pas encore les documents dans la main, comment, par exemple, on pourrait dialoguer à travers le système de façon cohérente. Voilà. Est-ce que je peux dire, voilà, si je ne veux pas mettre le masque, il y a même le droit international qui dit, il reconnaît ma propre liberté. Est-ce que je suis disons, dans un langage cohérent selon du point de vue légal? Non, enfin, valider tout ça, ça demande tout un approfondissement et ça, je ne veux pas encourager qui que ce soit à utiliser cette phrase magique, etc. Il s'agit de comprendre. Il y a différents outils. On peut utiliser des articles de la Constitution. On peut utiliser des articles de loi du Code pénal. On peut utiliser des articles des traités internationaux au fur et à mesure des limites de la personne qui est en face à nous. Mais quand vous demandez de parler à un supérieur, le supérieur sait reconnaître le military order, reconnaître tout le discours au PPT. Et avec les autres, il faut juste dire, voilà, j'essaie de respecter des lois qui ont des rangs supérieurs, comme celle du Code pénal qui empêche, pour des questions antiterrorisme, de circuler masqué, de dissimuler son visage en lieu public, parce que, disons que si vous voulez vous amuser, masquez-vous pour un instant, juste parce que pensez au carnaval. Et téléphonez, autodénoncez-vous. Oh, je suis passé par une rue avec plein de miroirs et j'ai vu quelqu'un avec l'air menaçante et le visage masqué. Je connais le code pénal, je vous demande d'intervenir parce que je ne me sens pas en sécurité. Après, quand elle arrive, ah non, c'était moi, c'était le miroir. Mais vous voyez, c'est quand même pas légal d'être masqué, vous le reconnaissez. Et comment vous lui faites faire tilt, erreur 404. Comment vous interagissez avec, si jamais quelqu'un vous porte plainte pour de vrai, parce qu'il arrive, je ne sais pas, passer une vacance à Bora de 6 mois, il n'a pas vu tout ce bordel médiatique, il arrive ici, tout le monde est masqué, ils se sentent agressés, ils se sentent menacés. Il dit, je pense que tout ça, il pourrait être des terroristes d'un moment à l'autre placés. Et s'il y a une loi du code pénal qui empêche tout ça, et voir eux comment ils réagissent. Et lui poser des petites graines de réflexion. Et donc, graine à petite graine, eux, ils vont plutôt te laisser développer ta propre consuétude. Et dire, OK, on a compris qu'il y a une contradiction très, très forte à l'intérieur, et on ne va pas imposer aux gens de respecter quelque chose qui est en conflit avec tout, malgré tout le stress que les supérieurs nous posent pour qu'on fasse la chasse aux mouches, chasse à l'air frite, comme je dis moi. Bon, ok, je te remercie, Daniel. Je pense que c'est assez exhaustive, tes réponses, et on va arrêter là. Je crois qu'on a bien compris qu'on est dans un peu de l'absurdité masquée là, et on peut conclure qu'on a tout intérêt à faire appel à notre bon sens. Voilà.